Les Français sont les champions d'Europe de la consommation de cannabis et pourtant, nous mettons en œuvre la politique de répression du trafic de stupéfiants parmi les plus répressives du monde occidental. C'est donc de ce constat dont s'emparait à l'instant ce documentaire réalisé par Ali Ouattani. Faut-il dès lors changer de cap pour lutter contre le trafic de cannabis, opter pour la légalisation, comme l'ont déjà fait plusieurs pays, comme vient de nous le rappeler à l'instant ce documentaire. Eh bien, nous allons maintenant en débattre avec nos invités présents aujourd'hui, en commençant par vous, Ludovic Mendes, bienvenue. Vous êtes député de la Moselle Ensemble pour la République, membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale et auteur, avec le député LFI Antoine Léaumont, d'une longue mission d'information concernant la lutte contre les stupéfiants et le narcotrafic qui propose, entre autres, la légalisation du cannabis. Nous allons bien sûr y revenir sur ce plateau, en spécifiant aussi que vous avez travaillé sur une autre mission d'information très importante aussi, avec plus d'une centaine d'auditions. C'était au début des années 2020, en 2021, aux côtés cette fois de vos collègues de l'époque, Caroline Janvier et Jean-Baptiste Moreau, qui étaient tous deux d'ailleurs députés La République En Marche à l'époque. Également avec nous, Frédéric Lose. Bienvenue à vous, Frédéric Lose. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Et puis, Frédéric Ploquin est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes écrivain et journaliste d'investigation indépendant. Votre dernier ouvrage s'intitule Braqueur, mercenaire aventurier de l'OAS au grand banditisme. C'est un livre coécrit avec Jean-Louis Rizza et qui vient de sortir aux éditions du Nouveau Monde. C'est vraiment tout chaud. Ludovic Mendes, 1 million de consommateurs quotidiens de cannabis en France. 5 millions de fumeurs réguliers dans l'année, c'est considérable. Nous sommes les champions d'Europe de la consommation de cannabis. Et comme l'a rappelé ce film, comme je viens aussi de le rappeler à l'instant, nous mettons en œuvre en France, et depuis des dizaines d'années, une politique particulièrement répressive sur le sujet. Ces chiffres d'ailleurs augmentent concernant la consommation de drogue en général. Du cannabis est assez stable. Mais c'est de ce constat finalement, de cette forme de paradoxe dont s'est emparé ce documentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Il semble, à peu de choses près en tout cas, correspondre à ce qu'était, vous concernant, le même constat livré par votre mission d'information. Alors, il y a un échec de la politique de lutte contre le cannabis en France. Il y a un échec, oui et non. Il y a un échec parce que si on part du principe qu'on doit limiter le nombre de consommateurs, il y a un échec. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un Français sur deux qui a déjà consommé du cannabis. Les chiffres sont en constante augmentation. Il y a un échec sur la consommation d'MDMA et d'héroïne. Il y a un échec sur la consommation de cocaïne. L'MDMA et héroïne, c'est plus 800%. Et la cocaïne, c'est plus 200%. Et pas sur les 30 dernières années, sur les 7 ou 10 dernières années. La MDMA, il faut rappeler, on parle on est sur des drogues de synthèse. De substances différentes. Substances de synthèse chimique. Et donc, si on prend le nombre de places de deal, c'est à peu près équivalent. Et pourtant, on a des agents de police, des de gendarmerie, des douaniers, des magistrats qui font un travail formidable, mais qui, pour certains, ont la sensation de vider l'océan à la petite cuillère. Donc, il faut qu'on puisse trouver une autre solution. Et on part du principe que c'est en s'attaquant aux consommateurs qu'on arrivera à régler le problème. Le consommateur est dans le rouage, oui, mais il est rattaché aussi à un système qui fait que le narcotrafiquant a besoin de gagner de l'argent et il trouvera toujours une solution pour pousser le consommateur à consommer plus. Donc, on fait cette proposition de légaliser le cannabis d'un côté, de dépénaliser les autres drogues de l'autre côté, avec mon collègue Antoine Léaumont, non pas par envie de généraliser la consommation de drogue, mais même l'inverse, c'est d'avoir un débat plutôt de santé publique, avec un accompagnement médico-social, et pas simplement une réponse judiciaire et d'un point de vue pénal qui ne fonctionne pas plus que ça, parce que certains font des allers-retours en prison, et je parle bien des consommateurs et pas des trafiquants, et ça ne change rien dans la lutte contre les addictions. Et la majorité, comme Fédération Addiction par exemple, a pris position sur cette thématique-là en disant que c'était la meilleure chose à faire, ça fonctionne, et puis ça permettrait de se recentrer sur le haut du spectre des narcotrafiquants. Et pour nous, ce qui est important, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, qui n'est pas si forte que on peut la connaître dans d'autres pays, mais qui est quand même importante, et on l'a démontré dans ce rapport-là. Et c'est en remontant l'argent qu'on va pouvoir faire vraiment du mal aux narcotrafiquants. Et il faut renforcer cet arsenal-là, donner plus de moyens à nos agents et à nos magistrats. Mais pour autant, aujourd'hui, si on s'attaque qu'aux consommateurs, ça ne fonctionne pas. Il faut s'attaquer au portefeuille des narcotrafiquants. On va y revenir tout à l'heure, hein, c'est l'objectif de votre proposition. On va revoir un premier extrait du film, si vous en êtes d'accord. Et ensuite, je viendrai tout de suite vers vous. Ce sont vos collègues qui sont en pleine opération à Soissons, dans un quartier dit sensible, pour arrêter un dealer. Je pense qu'on a tous conscience que c'est un phénomène qui va être très difficile à endiguer. Donc une fois qu'on l'a accepté,
on se range autrement. Et enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense plus aux personnes qui subissent ce trafic de stupéfiants, aux personnes qui travaillent ici, qui se lèvent tous les matins, qui se retrouvent embêtés, qui ont leurs enfants qui rentrent du collège, du lycée, qui croisent ces personnes dans le hall. Donc voilà, donc on le fait pour ça. Alors, dans cet extrait et dans cette séquence assez longue d'ailleurs du film, il y a un certain nombre de forces de monopoliser plusieurs voitures, un certain nombre de vos collègues qui travaillent sur cette opération. Il y en a des milliers comme ça, des opérations, j'imagine, en France, pour interpeller tout d'abord des consommateurs. À qui on demande de livrer le nom de leur dealer, et l'objectif final, c'est bien d'interpeller évidemment celui qui deal ces substances. C'est vrai que ça paraît démesuré par rapport aux résultats. Vous avez utilisé une expression tout à l'heure, c'est vider la mer à la petite cuillère, et c'est souvent un petit peu l'impression qu'ont parfois vos collègues aussi sur le terrain lorsqu'il est question de lutte contre les stupéfiants, et notamment contre le cannabis. Oui, enfin je ne pense pas que ce soit l'argument numéro un, parce que en matière de cambriolage, on n'a pas éradiqué les cambriolages, pour autant on n'a pas légalisé les cambriolages, on fait des contrôles, on fait des conduites en état d'ivresse, on n'a pas éradiqué la conduite sous l'empire alcoolique, on l'a restreint, les interdits jouent un rôle, et puis après il y a un débat qui n'est pas un débat avec des arguments médiocres, j'en conviens, moi je ne suis pas d'accord sur la légalisation, j'expliquerai après pourquoi. Je ne pense pas que ce soit un échec. Vous n'êtes pas d'accord sur ce constat? Non, je ne pense pas du tout. Je conteste, y compris le travail parlementaire. Mais comment vous expliquez que les consommations augmentent dans ces proportions-là, notamment concernant le cannabis? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on est dans un système ultra-libéral, libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes, et il faut s'intéresser là-dessus. On ne contrôle plus l'immigration illégale, on ne contrôle plus les mineurs étrangers isolés qui rentrent, on ne contrôle plus le cannabis, on ne contrôle plus la contrebande, puisqu'on n'a plus vraiment de frontières, ni européenne ni franco-française, ça ne marche pas. Donc c'est une critique de cet ultra-libéralisme qui facilite tout ça. D'autre part, il faut s'attaquer à tout. Il faut s'attaquer bien évidemment aux dealers, il faut s'attaquer aux consommateurs. Et il y a un problème de sécurité, il y a un problème de souveraineté avec le trafic de stupéfiants, mais il y a aussi un problème de santé publique. La vraie question, c'est de poser à toutes les personnes qui sont là, y compris monsieur le député, mais d'autres, est-ce que vous avez envie que vos enfants fument du cannabis? Est-ce que c'est cohérent de limiter le plus possible la consommation d'alcool, le plus possible la consommation de tabac, puisqu'on a 70 à 80 000 morts par an? Et est-ce que c'est un cadeau à faire à la jeunesse aujourd'hui, peut-être une jeunesse qui va mal, une jeunesse qui est parfois aux prises avec des réseaux sociaux qui peuvent avoir un double versant, des aspects positifs, mais aussi totalement vous lobotomiser. Beaucoup de parents le savent et sont très inquiets. Est-ce que c'est un cadeau aujourd'hui en termes de santé publique, en termes de développement etc., de dire on va légaliser quelque chose de récréatif qui va poser de gros problèmes de santé publique. Alors je conviens que c'est pas un débat simple, que c'est pas un débat médiocre, tous les arguments sont en D'ailleurs, en cela vous rejoignez dans cet argument ce que dit le représentant de l'Académie de médecine dans ce film. Alors il est dans son rôle, évidemment, simplement c'est interdit parce que c'est interdit, la santé publique. Mais la santé publique c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Lui il dit, ce médecin, il dit on a déjà l'alcool, on a le tabac, il ne s'agit pas de se rajouter un autre type d'addiction à gérer au niveau de l'État. Sans compter qu'on a vu que dans les pays comme par exemple la Hollande, la Belgique ou l'Espagne, ça n'a pas arrêté le narcotrafic, ça n'a pas arrêté le fait qu'on va chercher des produits beaucoup plus forts. Si on légalise le cannabis, à ce moment-là, il n'y a aucun autre argument qui empêcherait une légalisation au nom de « j'ai le droit, je fais de mal à personne » de légaliser la cocaïne. Frédéric Ploquin, sur le diagnostic, le constat, vous parleriez-vous d'un échec globalement concernant le cannabis et la lutte contre le cannabis, au vu des chiffres aujourd'hui, ou vous seriez plutôt de l'avis de monsieur le commissaire? Ça dépend pour qui, un échec pour qui. Je veux dire, quand on se balade à Tanger, on se dit que c'est une réussite pour le Maroc. Il y a des tours partout, c'est flambant neuf, ça construit. Donc ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue puisqu'on est là sur le cannabis strictement, du point de vue des producteurs, c'est formidable. Je veux dire, il y a un certain nombre de généraux, de militaires, de policiers au Maroc qui ont des villas formidables, des villas de luxe au bord de la mer. Ça nourrit énormément de monde, donc qu'effectivement, ce seraient les premiers impactés.
ou pas, enfin en tout cas, oui, ce serait les premiers impactés, ce pays, puisque c'est le pays d'où on importe majoritairement ce produit, si on légalisait. Alors peut-être qu'on pourrait arriver, je ne sais pas moi, à avoir des accords commerciaux avec le Maroc, à normaliser, on va dire, ce commerce, sachant que les Français consomment, selon les calculs que j'ai faits, je ne sais pas si ce sont les mêmes, mais j'ai essayé de voir en quantité. Je dirais, en gros, les Français consomment 1 tonne de cannabis par jour. Vous imaginez le nombre de joints qu'il faut rouler? C'est un paquet de joints, ça fait environ 1 tonne. Donc 30 tonnes par mois. Donc effectivement, si ça rentrait dans le PIB du Maroc et pas sous la table, ça pourrait être intéressant. Maintenant, moi j'ai juste un problème sur la drogue, les drogues, c'est-à-dire que il y a 30 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, il y avait des points de deal et des dealers spécialisés sur le cannabis, d'autres sur l'héroïne, d'autres sur la cocaïne. Aujourd'hui, quand on se promène, et c'est là où la tâche va être compliquée pour, je veux dire, si on cherche à bouger le paradigme, moi je trouve ça toujours intéressant de se poser cette question, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes points de deal qui vendent les 2 ou 3 produits, les mêmes. Enfin, l'héroïne, c'est souvent un peu à part, c'est souvent non. L'héroïne, ouais, c'est pas les mêmes, c'est ailleurs. Mais cocaïne, cannabis, ce sont les mêmes endroits. Donc si, évidemment, la première réflexion, tout à fait, je veux dire, c'est très pragmatique. Je me dis, moi, bon, si on leur dit, demain, c'est l'État, c'est les bureaux de tabac qui vont vendre le cannabis, ça fait rien, ils vont vendre plus de cocaïne. En fait, ça bougera pas grand-chose. Donc moi, je trouve que c'est bien de débattre de cela, à condition de se dire entre nous que ça ne résoudra pas magiquement la question du crime organisé. La Hollande, premier pays sur ce plan, sur ce terrain de la légalisation, c'est la base européenne du crime organisé en Europe. Enfin, c'est le cœur du crime organisé, le principal point d'entrée sur le territoire de toutes les drogues en provenance d'Amérique du Sud, donc la cocaïne. Le Portugal, qui se livre à des expériences très intéressantes aujourd'hui, c'est devenu la porte d'entrée des cartels brésiliens massivement, donc c'est là que ça rentre. Portugal, c'est la dépénalisation et non pas la oui, non, je sais bien, c'est un pays qui a réfléchi, qui a fait bouger les lignes, mais il n'empêche, depuis longtemps d'ailleurs. Il n'empêche que les cartels brésiliens aujourd'hui foncent à fond sur le Portugal. Donc voilà, si on part de l'idée que d'une baguette magique, ça ne résoudra pas la question du crime organisé, moi je trouve ça intéressant d'en débattre, mais ça va être, je veux dire, les grands voyous, d'ailleurs, il y a un grand voyou qui me disait cette phrase, mais il était à la fin de sa carrière, donc il pouvait se le permettre, il avait déjà rempli son coffre-fort, il me disait, mais il n'y a qu'à légaliser, ça bouchera le trou de la sécurité sociale, c'était sa grande phrase. Donc du point de vue de l'État, si on a une logique strictement marchande, je trouve que c'est intéressant d'aller sur ce sujet, mais le problème c'est qu'on est rattrapé par la morale en permanence, et que c'est extrêmement difficile par la morale et la politique, et que jusqu'à preuve du contraire, ça ne fait pas gagner des voix d'aller sur cette voie, si j'ose dire. Et aujourd'hui, je rappelle quand même qu'on est en plein débat sur une loi ultra-martiale contre la drogue. Donc c'est assez paradoxal. Le paradoxe, je trouve, c'est qu'on discute de cette façon-là aujourd'hui, mais discutons-en, il faut le faire. Légaliser le cannabis, expliquez-nous ce que vous avez en tête, parce que... que tout le monde, tous ceux qui nous regardent comprennent bien, ça veut dire quoi la légalisation du cannabis? Ça veut dire contrôler la production et la vente de cannabis sur tout le long de la filière? Et en quoi cette fameuse légalisation du cannabis répondrait en partie à ce qui vient d'être dit du côté de cette table? Parce que justement, on a vu ce qui s'est fait ailleurs. On parlait des Pays-Bas tout à l'heure. Les Pays-Bas ont légalisé la vente d'un produit qui est illégal. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le produire sur place. Et c'est pour ça qu'il y a la mocro-mafia qui a pris autant de pouvoir dans ce pays-là, qui aujourd'hui menace même la famille royale des Pays-Bas. Il y a cette réalité qu'on doit prendre en considération. On n'est pas à New York non plus, on ne veut pas que les gens fument dans la rue, que ça soit libéralisé. Et au contraire, la consommation des mineurs n'a jamais été aussi faible dans notre pays. Et que vous contestiez le travail des parlementaires, c'est votre choix. Mais la réalité, c'est que ce que nous faisons, c'est en auditionnant les responsables de la police, de la gendarmerie, de la douane, les magistrats. Et je pense qu'aujourd'hui, les offices de lutte contre les stupéfiants ou les offices de lutte contre le crime organisé nous donnent des informations quand même de haut niveau, et pareil pour le patron de la police ou de la gendarmerie. Donc les informations que nous avons, ce sont des informations qui viennent bien des services de l'État et de votre travail du quotidien. Donc nous, on fait que rendre constat de cette politique. Quand je dis que c'est un échec, je l'ai dit, c'est pas un échec sur la globalité, c'est un échec sur le nombre de consommateurs qui ne baisse pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas d'apport en termes de santé publique. Alors la légalisation du cannabis, c'est un système étatique dans votre esprit? C'est la création d'une agence nationale, un peu comme elle existe aujourd'hui sur les jeux d'argent, qui fonctionne plutôt bien. On est obligé de fournir une pièce d'identité pour rentrer dans un casino, par exemple. On est vérifié qu'on n'est pas rentré dans un fichier. Il y a tout un ensemble de sujets. Interdiction pour les mineurs. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus simple pour un mineur d'aller en trouver
au bout de la rue que de pouvoir rentrer dans un bureau de tabac ou une pharmacie agréée. D'ailleurs, on ne veut pas l'autoriser dans les bureaux de tabac parce qu'on ne veut pas de consommation croisée avec le tabac, parce que quand on fume un joint, le produit le plus dangereux dans ce joint, et c'est prouvé par la pharmacopée française et les scientifiques, c'est le tabac et pas le cannabis. Je rappelle qu'il n'y a pas d'addiction réelle au cannabis, mais que ça a un impact quand même sur le cerveau. Tout ça, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les études scientifiques et médicales. Donc nous, l'idée, c'est de dire, on fait une agence nationale, on donne des licences, des agréments, des accompagnements avec des règles très strictes, que ce soit pour l'agriculteur, pour le transformateur ou pour le revendeur, comme on le fait déjà. Je rappelle qu'on a des licences 4 pour vendre de l'alcool, des licences. Et donc on maîtrise bien l'ensemble de la filière. On maîtrise l'ensemble de la filière. De la culture du cannabis jusqu'à sa vente. Jusqu'à sa vente. Et c'est donc l'État, par une agence nationale, qui régule ça. Et dedans, on propose que son conseil d'administration, il y a des personnes qui soient nommées par le gouvernement, des représentants de la police, de la santé, et qu'on a un débat aussi de santé publique dans notre pays. Et parce que de mieux protéger les jeunes. Derrière cette idée, il y aurait aussi de... Parce qu'évidemment, ça va rapporter de l'argent à l'État. Nous, on n'est pas sur un prisme économique. Ouais. On sort vraiment ce prisme-là. Bien sûr que ça rapporte de l'argent. Non, mais ce que j'allais me demander, c'est l'argent récupéré aller bénéficier à la prévention. Bien sûr, c'est l'idée. C'est qu'on fasse plus de prévention. Santé publique évoquée à l'instant. Pour les mineurs et pour les personnes à risque. Puis il y a des personnes à risque dans la consommation de toute drogue. Je rappelle qu'en plus, la consommation de cannabis n'est pas la même que sur les autres drogues. C'est une drogue qui est à part. C'est une drogue qui est à part parce qu'elle est plus apaisante alors que les autres sont excitantes. Et il y a une réalité, oui, sur le risque de prise de véhicules dans la foulée, d'aller travailler dans ces conditions, comme on l'a avec l'alcool, mais pour autant, aujourd'hui, les chiffres de consommation sont de plus en plus bas et on a de moins en moins de personnes qui roulent en état d'ébriété parce que justement, les règles ont été durcies. Et puis, il y a des pendants. Ça veut dire que si on légalise d'un côté, il faut qu'on durcisse de l'autre et si on ne joue pas le jeu alors qu'on a mis en place un marché ouvert, adapté et de protection, il faudra accepter d'avoir des peines de prison beaucoup plus lourdes et donner plus de moyens aussi aux forces de police. Je rappelle que c'est 500 millions d'investissements pour la lutte contre les stupéfiants en 2017. On a plus d'1 milliard aujourd'hui. On a fait énormément de travail. Il faut redonner vie à certains de nos quartiers et pas que nos quartiers, parce que des petites villes comme Verdun, par exemple, sont aujourd'hui dans une difficulté importante à cause du marché de l'héroïne et on a besoin que nos agents puissent aller taper au bon endroit et pas courir après des petits vendeurs et des petits dealers, mais à ceux qui organisent et qui gèrent ces trafics et qui, eux, mettent en danger l'ensemble de la société française. Derrière cette idée, derrière cette proposition, il y a l'idée de taper au portefeuille des narcotrafiquants. Et on sait, c'est a priori ce qu'il y a de plus efficace, ce qui fait le plus mal aux narcotrafiquants. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que cette formule peut véritablement taper au portefeuille des narcotrafiquants en légalisant cette filière du cannabis? Peut-être. Peut-être. Donc ces arguments sont évidemment audibles. Moi, je partirai pas par là, parce que déjà, taper au portefeuille des trafiquants, je le redis, on est dans un système ultralibéral, mais on refuse de le voir parce qu'il y a un consensus sur quelque chose qui est quand même nocif, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de régulation et de régulation nationale. Ça a été voulu, il n'y a plus vraiment de régulation nationale. Mais là, c'est une forme de régulation qui est proposée par un changement de paradigme et de régulation. Alors, on n'a plus rien qui... on maîtrise pas, je le dis, le contrôle aux frontières, les hommes, les marchandises, les capitaux. C'est jusqu'à présent, on en avait des bénéfices. Aujourd'hui, on commence à en avoir de plus en plus des inconvénients. C'est plus simplement. Moi, en termes de santé publique, au moment où on a eu des progrès très difficiles sur la lutte contre la... Moi, j'ai perdu, comme beaucoup d'amis jeunes qui fumaient du cannabis. Bizarrement, en termes de passage, se sont mis à passer à l'héroïne, se sont mis à passer à autre chose. C'est une marche-pied vers des drogues plus dures. Moi, je le pense. Alors, c'est parfois discuté sur le cannabis. J'en ai eu l'expérience très jeune et je l'ai vu avec beaucoup d'amis à moi, ou qui sont devenus des zombies, ou qui sont morts par la suite d'overdose qui avaient commencé par du cannabis. Et j'en ai vu aussi beaucoup qui, parce qu'il y avait un interdit, n'y sont pas allés. Ils ont fait une fois, 2 fois, mais n'y sont pas allés. Et on a promu plutôt des valeurs, l'accès au sport, l'accès à la culture. Le problème de santé publique, il est redoutable. C'est-à-dire que là, on débat de façon abstraite. Il faudrait que je puisse dire, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants qu'on se regarde dans les yeux en disant, est-ce que vous avez envie, vous, qu'ils prennent du cannabis à 15 ans, à 16 ans, avec tous les problèmes qu'on va avoir sur... Non mais attendez, le fait est qu'ils le prennent, le cannabis. Regardons les chiffres entre les 18 et 35 ans aujourd'hui. Non, je suis pas d'accord. Bon, ils les prennent dans les fêtes de manière récréative. Il y a quand même une forme de réalité tout de même. Non, mais la réalité, c'est que c'est toujours bon pour les enfants des autres. Moi, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon pour
pour la santé. J'ai 61 ans, j'ai vu ce que ça a donné, c'est pas bon pour la santé. On lutte contre l'alcool, on a fait des campagnes, on a eu des résultats, on a lutté contre le tabac, on a eu des résultats. On ne peut pas éradiquer ça. Est-ce qu'on doit ajouter, au nom d'un principe de liberté récréative, un danger supplémentaire, en particulier pour les jeunes? Et je ne crois pas une seule seconde qu'on va légaliser, on rentrera une pièce d'identité, un truc. Je n'y crois pas une seule seconde. Ça se diffusera La vente encore d'alcool et plus. le tabac sont interdits aux mineurs. Ça se diffusera, oui, on va rajouter un risque en termes de santé, ça se diffusera encore plus. Et si ça va se diffuser encore plus, paradoxalement, on va demander aux Français de faire des efforts sur la sécurité sociale, sur l'assurance maladie. On va avoir de plus en plus de gens malades, de plus en plus de cancers, de plus en plus de gens schizophrènes ou avec des troubles psychiatriques, parce que prendre du cannabis, c'est ça. Quand on est jeune, on ne prend pas modérément du cannabis comme on n'aime pas modérément. On le fait de façon le plus possible. On a parfois envie de se défoncer. Il y a un mal-être qui est propre à la jeunesse. Et je pense que le risque de santé est extrêmement grave. Après, je dis pas, bien sûr qu'il faut un échange, bien sûr qu'il faut. Moi, je pense que c'est pas un cadeau à faire à notre jeunesse. Et que l'interdit, malgré tout, ça marche. Alors, bien sûr qu'on vide l'océan à la petite cuillère, mais on fait pareil sur les cambriolages, on fait pareil sur les conduites en état d'ivresse, mais voilà, c'est un choix de société. Après, si on veut, pour faire plaisir à des adultes qui ont envie absolument de ça et pas de se retrouver en garde à vue, faire ça, ne pas juger et apprécier les autres conséquences pour la jeunesse, c'est un choix. Moi, je me regarde, je demanderai, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous voulez, ils vous regardent à la télé, qu'ils fument du cannabis à 15 ans, 16 ans? Est-ce que c'est bon pour eux? Moi, ma question, c'est non. Mais j'ai toujours un exemple perso. Ouais. Sinon, d'ailleurs, pour le réalisateur de ce film, la réponse est non, parce que le réalisateur de ce film était lui-même fumeur de cannabis. Il nous le dit au début du film. Il se trouve que je l'ai eu au téléphone juste avant cette émission, et qu'effectivement, il dit à peu près la même chose que vous. C'est-à-dire qu'il nous dit, si j'avais continué à fumer du cannabis des années et des années, j'en serais sans doute pas à réaliser aujourd'hui des documentaires. Et Dieu sait s'il était de qualité, ce film. Taper au portefeuille des narcotrafiquants avec cette solution évoquée par Ludovic Mendes, est-ce que ça vous paraît pertinent, jouable et tangible? C'est clair que l'État se gargarise en permanence, et ça fait 30 ans que ça dure, sur les quantités saisies de drogue. Et à chaque fois, soit le président de la République se déplace, si c'est plusieurs tonnes, soit le ministre de l'Intérieur, etc. On se déplace, on se félicite, on se gargarise, on est content. Les trafiquants de stupéfiants, eux, de ces saisies, ils s'en moquent complètement. C'est-à-dire qu'en gros... vous le comprenez bien quand vous regardez le documentaire, je veux dire, en fait c'est de l'ortie quasiment, que ce soit la cocaïne ou le cannabis au départ, ou le pavot, ce sont des plantes qui poussent et qui valent 3 centimes sur pied. Ce qui vaut cher, c'est la transformation, et c'est surtout le transport, et c'est surtout l'entrée sur le territoire européen, puisqu'il faut soudoyer des dockers, des douaniers, des policiers, des machins, tout ce que vous voulez, ou des bagagistes. Donc ce qui coûte cher, c'est ça. Mais la drogue elle-même, donc quand vous perdez quelques tonnes même en mer, à la limite c'est pas gênant, parce qu'il y a la même chose qui arrive. En revanche, si vous enlevez les milliers d'emplois, quand vous saisissez 1 million d'euros en espèces, les gardiens d'ascenseurs dans les cités, si vous enlevez tout ce personnel qui a envie pour répondre à votre question sur taper au portefeuille. On tape au portefeuille quand même. Taper au portefeuille, c'est pas ça, c'est saisir 1 million d'euros en train de quitter le territoire français, dans le coffre. Dans le faux coffre d'une voiture, d'un véhicule ou je ne sais où, parce que dans un sens, on fait rentrer la drogue et avec les mêmes moyens, on fait sortir l'argent. C'est ça qui pose problème, sauf qu'aujourd'hui, on a un problème pour taper au portefeuille, c'est que les moyens de la haute finance internationale sont devenus tellement technologiques, avec la fintech, comme on appelle ça, que c'est extrêmement difficile de tracer cet argent. Et qu'en fait, ils se volatilisent en un clin d'œil. En fait, moi, j'en ai vu des trafiquants de stupéfiants, ils ont 6 téléphones portables, 40 comptes en banque, et au bout de 10 minutes, c'est comme, vous savez, quand vous lancez un caillou dans une flaque d'eau, il y a des petites vaguelettes au début. Mais si vous revenez une demi-heure après, vous ne savez pas où le caillou a été lancé, c'est exactement la même chose, et l'argent a disparu. Donc effectivement, ça leur fait mal, mais c'est dur. Mais je veux revenir sur on a une idée du nombre de personnes que le trafic de cannabis fait vivre en France aujourd'hui. Moi, j'avais chiffré quand j'ai fait... Et plutôt dans quelle région? On parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis, de Marseille? Quand j'ai fait ce travail, là, les narcos français, Brice Lomerta, c'était un livre, j'avais chiffré à 250 000 personnes, le nombre de personnes qui, en France, vivaient globalement plus ou moins du trafic de stupéfiants, avec des zones fortes, des places fortes. Les policiers que j'avais rencontrés à l'époque, il y a 4-5 ans, me parlaient de la Seine-Saint-Denis comme d'un narco-département déjà.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut revenir à notre débat. Moi, j'ai des questions à poser, des questions sur le cannabis. Si on légalise, c'est ça les questions. Je me pose des questions très techniques, très pratiques. Il y a une régie étatique. On va faire on va mettre en circulation un produit avec un taux de THC à X. THC, c'est la substance agissante. Addictive, je pense que les trafiquants de stupéfiants... Non, mais la puissance... le tensioactif. Voilà, c'est ça, le principe actif. Je pense que les trafiquants de stupéfiants ne sont pas bêtes. Ils vont proposer, je le vois comme ça, moi, ils vont proposer, parce que je les connais bien, ils vont proposer un cannabis à moins cher, plus fort. Et puis, comme l'État ne pourra pas vendre aux mineurs, et que les mineurs, chacun, je confirme, nos enfants ont tous fumé un joint à un moment donné, eh bien, ces trafiquants vont aller vers ce marché-là des mineurs qui, eux, n'auront pas le droit d'acheter à l'État. Donc, je trouve que pour la sphère des adultes, les gens qui consomment et qui ont entre 40 mais et quid des autres? Non, mais c'est parfait pour eux. Pour les bobos, en gros, ce sera parfait. On aura même une filière, je propose même une filière bio. Parce qu'il n'y a pas de raison. Non, mais sinon, alors, réponse de Ludovic Mendes. On va sortir des clichés qu'on a depuis tout à l'heure. Volontaire, c'est pour vous. Les gamins fument de moins en moins. C'est prouvé par tous les rapports, qu'ils soient médicaux, de politique, parlementaires, ce qu'on veut, ils fument de moins en moins. Pour différentes raisons. Vous avez raison sur un point, c'est qu'ils cherchent une vie plus saine. D'ailleurs, les influenceurs sur les réseaux sociaux les accompagnent dans cette démarche-là. Moins de tabac, moins d'alcool, moins de drogue. Moins de travail. Ça, c'est une réalité. Sauf ceux qui ont des vrais problèmes sociaux ou de pauvreté importante. Là, il y a une consommation qui est toujours un peu trop élevée, quoi qu'il arrive. La réalité, c'est que le consommateur moyen, il est entre 30 et 50 ans. Il n'a pas, c'est pas un mineur. 30 et 80 ans. Oui, mais c'est pour d'autres raisons, après 50 ans ou après 60 ans, c'est plus pour des raisons thérapeutiques et qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions et compagnie. Donc sortons de ces clichés-là, et l'idée, c'est pas de définir un taux de THC. On ne peut pas le définir dès le début, parce que chaque plante va apporter un taux de THC ou de CBD totalement différent. Parce qu'on a, selon la variété, selon différents processus de pousse, selon l'ensoleillement, l'humidité, on va avoir des rendus différents. Nous, on veut poser un taux maximum, mais après, c'est au client de choisir quel type de produit il veut à un moment où il va l'acheter. Et il sera accompagné, justement. Et c'est ce qu'on fait avec les propositions qu'on a fait avec la Fédération Addiction, avec d'autres spécialistes du sujet. Et vous avez raison sur un point, c'est que c'est souvent des personnes qui sont en grande difficulté. Et vous le savez, parce que les personnes dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est des personnes qui avaient l'air d'être en difficulté, qui ont cherché, quoi qu'il arrive, une forme d'évacuation du monde dans lequel ils vivent. Que ce soit la drogue ou l'alcool. Et on le voit aussi dans les violences intrafamiliales au quotidien, de ce que vous traitez au quotidien, qui sont des sujets très importants, où l'alcool est très présent. Et c'est pas la drogue, c'est l'alcool qui est très présent. Parce que justement, ça détruit des personnes, parce qu'il y a un mal-être de société. Et ça, on n'en parle pas, mais il y a une réalité, et c'est pour ça qu'on essaie de travailler sur un enjeu d'accompagnement psychologique, médico-social, psychiatrique pour certaines personnes, et rétablir une vérité. Ça ne crée pas de schizophrénie. Ça permet de déclencher la schizophrénie de quelqu'un qui l'a déjà. Ça a été démontré par plusieurs rapports. Là, on parle d'un sujet... 50% des Français boivent au moins un verre d'alcool par semaine. On sait très bien que quoi qu'il arrive, la consommation d'alcool est trop élevée, la consommation de tabac est trop élevée, mais ça prouve aussi qu'il y a un problème de société. Maintenant, il faut qu'on puisse en parler librement. Nous, l'idée, c'est pas de dire on y va, chacun y va. Et d'ailleurs, on a pris des exemples comme au Québec et ailleurs, où ça fonctionne très bien. On assèche en partie, et les mineurs, ils n'iront pas. Parce que le trafiquant, il cherche autre chose. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours du crime organisé d'une manière ou d'une autre. Oui. Marseille, quand c'était pas l'héroïne ou la cocaïne, on avait la brise de mer avec l'écorce, on a toujours eu de la criminalité organisée. La réalité, c'est qu'elle change, elle est mouvante. C'était pareil pour la mafia qui, à la base, ne vendait pas de drogue et qui, du jour au lendemain, s'est mis à vendre de la drogue. Et vous avez raison sur un point. Quoi qu'il arrive, ce marché est international. Et même dans les pays où les frontières sont fermées, ils arrivent à rentrer parce que la puissance financière dont ils possèdent leur permet de le faire. On a été nous-mêmes en Guyane avec Antoine Léaumont pour voir sur place comment ça fonctionnait. Vous achetez 1 kilo de cocaïne au Suriname, vous traversez la Guyane, vous faites traverser l'Atlantique, c'est multiplié par 10 en termes de valeur. Elle arrive sur le territoire, elle est coupée 4 fois et on regagne 10 fois le montant qu'on l'a payé. Ça veut dire qu'on achète un kilo 3 000 €, on en touche 300 000. Donc certaines personnes ne sont pas des narcotrafiquants, ne sont pas des dealers, certaines personnes sont des simples personnes comme nous, certains sont des élus, certains ont été des assistants de police et ils sont justement en jugement en ce moment parce que c'est facile et qu'on ne pourra pas faire autrement que de pouvoir réguler ce marché et d'enlever le consommateur. Si on n'arrache pas le consommateur aux narcotrafiquants, alors ça ne fonctionne pas. On peut acheter du cannabis grâce maintenant aux réseaux sociaux. Oui, et depuis le Covid en particulier, a été développé des systèmes de Uber Sheet, c'est-à-dire que maintenant
le dealer vient à domicile. On ne vient plus systématiquement sur les points de deal. Le seul, entre guillemets, avantage, c'est que parfois, ça a pu soulager des caches d'immeubles dans lesquels des dealers s'installent et pourrissent la vie des gens. Maintenant, vous avez vu des gens qui partent en mobilette, en scooter pour aller livrer à domicile. Donc après 2 poids 2 mesures, non. Moi, je reste sur la problématique de la santé publique et le fait d'ouvrir les vannes. Mais attendez, pour le cannabis, il y a quand même, bon an, mal an, une forme de permissivité, mais on... Peut-être que les forces de l'ordre, ils regardent un peu moins près, quoi. C'était ça ma question. Non, pour le cannabis, c'est beaucoup plus facile, parce que le cannabis, pour l'essentiel, il vient du Rif, il vient du Maroc. Comme l'a très bien dit également Frédéric Ploquin, le blanchiment de cet argent repart au Maroc, c'est un gros tabou. On n'en parle jamais avec les Marocains. C'est-à-dire on trouve normal d'avoir un pays qui est un pays ami, et là les parlementaires s'y attaquent pas, et je trouve que c'est pas très courageux. Et en même temps, on trouve normal qu'on nous exporte du cannabis, qu'on nous exporte d'autres nuisances, et qu'en même temps, cet argent, l'essentiel du blanchiment, revienne avec des complicités, et tout le monde trouve ça normal. Bon, moi je trouve pas ça normal. D'autre part, sur un autre plan, ce que je crains, c'est que si on fait sauter le verrou de l'interdit pour le cannabis, même si je comprends les arguments, et que je dis bien que ce n'est pas des arguments médiocres, je ne vois pas ce qui empêcherait demain de prendre de la cocaïne, voire de prendre des drogues beaucoup plus fortes au nom de « j'ai le droit, j'ai envie », sous-entendu, je ne fais de mal qu'à moi-même, qu'à ma santé. Voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est problématique. Alors, c'est pas facile à faire au niveau moral, parce qu'on est dans une période de dédonisme, d'individualisme, de relativisme, d'ultra-individualisme. Maintenant, à ce moment-là, il faudrait que chacun paye une assurance santé particulière, parce que pourquoi moi je paierais pour quelqu'un dont je suis sûr, là je conteste un peu, je pense que les dégâts sont beaucoup plus forts sur le plan psychiatrique. Vous dites que ça révèle la psychiatrie, ça révèle bien d'autres maladies psychologiques et psychiatriques. Ce sont des études. C'est trop limité. Non, mais ne dites pas que c'est limité, c'est des études internationales et nationales. Mais il y a fait aussi par des médecins et des spécialistes, pas par des agents de police, ni par des parlementaires. Respectons le travail des scientifiques. Oui, mais respectons. Il y a aussi beaucoup de scientifiques qui vous disent que ça crée des problèmes respiratoires, ça facilite des maladies de cancer qui se multiplient, ça facilite les dépressions, ça facilite... Mais bien sûr, voilà, c'est tout. Moi, je suis plus âgé que vous, j'ai vu le résultat de gens qui ont fumé abondamment du cannabis. Et c'est pas brillant. Non, sinon, à ce moment-là, il faut arrêter les campagnes anti-tabac, chacun fait ce qu'il veut, on estime que la nocivité est un problème secondaire. Voilà. Après, je reconnais que c'est pas... Voilà, notre histoire fait que, dans le passé, on a fumé, on a vendu du cannabis. Notre histoire fait qu'on est en porte-à-faux par rapport à l'alcool. Je dis, faut-il rajouter un risque supplémentaire, en particulier pour la jeunesse? Moi, ce qui m'intéresse, je dirige une association de prévention de la délinquance, c'est les jeunes. Et les jeunes des quartiers les plus défavorisés. Le fait qu'il y ait un interdit... Rassurez-vous, je sais de quoi je parle. Comment? J'en reviens, je sais de quoi je parle. Oui, les jeunes qui sont dans ces cités-là, ce que j'ai peur, c'est que ça soit la catastrophe pour eux. Voilà, avec un produit plus nombreux et moins cher. Voilà. C'est déjà la catastrophe pour eux, parce que parfois, malheureusement, ils n'ont pas le choix que de finir dans les trafics alors qu'ils n'ont pas voulu. Un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir accepté d'en parler, d'échanger vos arguments sur ce plateau concernant cette éventuelle légalisation du cannabis que vous préconisez dans vos conclusions. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Nos invités pourront également réagir à ce que seront ces réactions. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa qui m'ont aidé à préparer cette émission aujourd'hui. Et prochain rendez-vous avec DébatDoc, eh bien, ça sera bien sûr à la même place, à la même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.